au cœur de cet affaissement idéologique, mais qui en France s'est doublé d'un effondrement moral, il était assez logique que cette matinée du 1er juillet fût assez pluvieuse et qu'elle soit couverte par un ciel qui augurait franchement pas de lendemain qui chante. Et pourtant, j'ai la faiblesse de croire, et pas seulement nous, le mouvement du 1er juillet, que dans beaucoup d'autres lieux, dans beaucoup d'autres familles politiques, subsiste toujours, au cœur de cet hiver-là, cette flamme, cet invincible été dont parlait Camus, et qui fait que de ces désastres, de ces moments difficiles, renaît toujours l'espérance du progrès. L'espérance du progrès, de la fraternité, celle qui nous a réunis ce jour du 1er juillet. Et que s'est-il passé après ? Il y a eu le 2 juillet, le 3 juillet, le mois d'août et le mois de septembre, et 5 mois plus tard, nous sommes 42 400 membres, et probablement encore un peu plus dans les jours qui viennent, à nous réunir et à nous retrouver dans les comités, dans l'engagement individuel, dans des comités de projet, parfois éphémères, dans des comités thématiques transversaux, dans des comités associés à des territoires, à nous retrouver et à vouloir faire vivre cette espérance et cette flamme. Moi, je crois cela non seulement très encourageant, mais surtout très exaltant et très enthousiasmant, que de voir à quelle vitesse aujourd'hui nous avons été capables de constituer collectivement un mouvement politique qui a vocation à occuper une place centrale dans la gauche française, représentant à la fois l'écologie politique, la tradition socialiste, citoyenne, républicaine, mais une place centrale dans le paysage politique français. Notre objectif, je n'ai pas honte de le dire, c'est de devenir la première force de progrès en France. C'est donc la journée des fondations. La journée des fondations, et nous assumons toute la journée de développer pour aujourd'hui, demain et après-demain des pratiques qui veulent fissurer les institutions de la Ve République. Cela a été dit par beaucoup d'entre vous, et tout à l'heure, je crois, par Adrien Bureau qui me précédait à cette tribune. La Ve République, c'est une démocratie immature et intermittente. Nous voulons, nous, la démocratie continue, telle que l'a souhaité Pierre Mendès France. Et pour cela, il faut que nous ayons un temps d'avance, un monde d'avance, des idées d'avance, pas seulement, mais que demain, ce mouvement génération, dans la manière dont il fonctionne, préfigure la République que nous voulons, préfigure la démocratie que nous souhaitons, que nous ne nous contentions pas de dire « Vive la 6e République » pour finalement observer que dans notre propre fonctionnement, nous restons un mouvement matricé par les mêmes principes, c'est-à-dire l'organisation d'une parole horizontale, mais à la fin, c'est le chef qui tranche. Nous voulons donc organiser un mouvement qui fissure la Ve République. Et le choix de cette date, le 2 décembre, doit au hasard, objectivement, mais ce n'est pas n'importe quelle date. Parce que quand on sait combien ces institutions de la Ve République sont d'inspiration bonapartiste, comment ne pas faire le parallèle avec le coup d'État de 1851. Non mais je l'ai bien dit. Vous m'avez aidé, c'est ça l'intelligence collective. Coup d'État de 1851, mais qui, d'ailleurs, date qui n'était pas choisie au hasard, était rappelé aussi le sacre de Napoléon, le premier, mais aussi la victoire d'Austerlitz. Alors, je veux dire que notre mouvement n'aura rien à voir avec le bonapartisme. Et au contraire, puisque nous sommes le 2 décembre, je vais vous citer quelques vers que j'ai piochés dans cette œuvre magnifique des Châtiments et qui répondaient justement au coup d'État napoléonien du 2 décembre 1851. Ces vers de Hugo et qui disaient la chose suivante. Quand Josué rêveur, la tête aux cieux dressée, suivi des siens, marchait et prophète irrité, sonnait de la trompette autour de la cité, au premier tour qu'il fit, le roi se mit à rire. Au second tour, riant toujours, il lui fit dire « Crois-tu donc renverser ma ville avec du vent ?» Autour du roi joyeux riaient tous les anciens, qui le soir sont assis au temple et délibèrent.
à la 7e fois, les murailles tombèrent. Et le plus beau vers, le plus puissant, le plus inspirant pour nous d'Hugo, nous enjoint « Sonnez, sonnez, toujours, clairon de la pensée ». Eh bien, aujourd'hui, nous disons que nous allons faire souffler le vent, que nous allons sonner les clairons du progrès et de la pensée, que nous avons bien l'intention de faire vaciller la citadelle néolibérale et ses certitudes qui creusent les inégalités, précipitent les injustices, ne pensent qu'au court terme, font de la règle du marché le fonctionnement de nos sociétés. Nous allons faire souffler le vent, pas seuls. Nous allons faire sonner les clairons, pas seuls, les clairons et les trompettes. Décider que nous sommes à nous joindre à toutes celles et ceux qui veulent poser des actes de résistance. Et nous avons commencé à le faire. Avec les insoumis, avec les communistes, avec les écologistes, avec les socialistes qui le souhaitaient, pour résister aux ordonnances travail, pour résister à la timidité aujourd'hui des propositions du gouvernement en matière de libre-échange quand il va valider le CETA, à la timidité des propositions du gouvernement quand il s'agit finalement de dire que la politique environnementale s'arrête là où les intérêts économiques commencent. Oui, nous résisterons et nous ferons sonner les trompettes. La citadelle vacille-t-elle déjà? Oui, elle vacille. Et je vais vous dire de quelle manière. Souvenez-vous de la manière dont nos propositions étaient accueillies pendant l'élection présidentielle. Nous défendions un rapport au travail, une nouvelle protection sociale, une conception de notre modèle de développement et de la démocratie qui, au départ, faisait rire le roi et les vieux sages qui délibèrent autour de lui. Mais d'ores et déjà, observez de quelle manière ces idées nouvelles dans le débat politique, dont on parlait à peine il y a un an, de quelle manière elles structurent d'ores et déjà le débat politique. 9 présidents de département décident d'expérimenter le revenu de base. Tant mieux! Tant mieux! Le revenu de base n'est pas le revenu universel, mais c'est une marche qui contribuera demain à ce qu'au-delà de l'expérimentation, pour mieux lutter contre la pauvreté, nous pensions, à travers le revenu universel, un nouveau rapport au travail qui donne davantage d'autonomie aux individus et surtout brise, ô combien c'est révolutionnaire, le monopole de la distribution des revenus liés à l'emploi. C'est ce que nous voulons. Et si aujourd'hui, on ne trouve plus un socialiste, par exemple, pour dire qu'il n'a pas un jour défendu quelque part dans un texte le revenu universel, tant mieux, là aussi, je m'en réjouis. Les perturbateurs endocriniens dont nous disions qu'ils étaient partout, mais parce qu'ils étaient dissimulés dans ce qu'est la stratégie du doute construite par les scientifiques pour toujours remettre en cause les lanceurs d'alerte, ceux qui disent « Attention, nous scientifiques, nous médecins, nous parents, nous distinguons là un risque pour nos enfants ». Aujourd'hui, nous avons réussi à mettre sur le devant de la scène ces questions-là et j'ai la faiblesse de croire que si nous n'avions pas fait la campagne présidentielle que nous avons faite, il eût été plus probable que le glyphosate, que les perturbateurs endocriniens soient restés des sujets confidentiels, dissimulés dans la pénombre du travail des lobbies. Ils sont maintenant en pleine lumière. Tant mieux là encore. Guillaume évoquait le rapport du cabinet McKinsey. McKinsey, cabinet très sérieux. McKinsey anticipe la destruction de 800 millions d'emplois en lien avec l'automatisation. Nous disions, il faut anticiper cela. Nous disions, nous ne pouvons pas continuer à vivre sur le mythe selon lequel le travail seul pourra financer la protection sociale. Il faut donc penser la manière dont la richesse créée contribue au financement de la solidarité. Que cette richesse soit créée par l'intelligence artificielle, le robot ou l'homme. Et nous disions, nous ne pouvons plus asseoir le financement de nos retraites sur les seules cotisations liées au travail. Et nous parlions de quoi? De la taxe sur les robots, aujourd'hui mise en œuvre en Corée du Sud. Tant mieux, là aussi on bouge, tant mieux ça avance. Et nous n'allons pas nous plaindre au nom de je ne sais quelle logique qui voudrait qu'on soit propriétaire des idées, du fait que ces idées essaiment, qu'elles pollinisent le débat politique.
Nous ne revendiquons même pas d'avoir été les premiers à les défendre, ce n'était même pas le cas. Tant sur le revenu universel que la taxe sur les robots, les perturbateurs endocriniens, bien d'autres intellectuels, militants, citoyens avaient défendu cela avant. Mais je dis tant mieux qu'aujourd'hui ces idées occupent une place prépondérante dans le débat politique. C'est notre victoire d'ores et déjà, et c'est sur cette victoire-là qu'il faut construire le développement de notre mouvement. Je voudrais dire aussi que si parfois on nous copie, on nous singe, on continue à nous caricaturer. Et on nous caricature dans un mouvement qui ne serait qu'utopiste au nom du fait que nous pensons loin, mais que les propositions ou les solutions que nous défendons n'ont aucune forme d'impact dans la vie quotidienne. Mais, mes chers amis, là encore, dans ce que nous défendons, croyez-vous ou pensez-vous qu'auprès des salariés ou des agents hospitaliers, la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle, ça n'est pas concret? Croyez-vous qu'auprès d'un jeune start-upper ou d'une salariée d'un EHPAD qui gagne 1 200 € par mois à plein temps ne vit pas correctement avec cela, la mise en œuvre du revenu universel d'existence, ça n'est pas une évidence? Croyez-vous que pour les jeunes qui expérimentent tous les jours l'usage plutôt que la propriété, ceux qui promeuvent la coopération, l'économie collaborative plutôt que la compétition, croyez-vous que ce qu'a défendu tout à l'heure Aurore, l'idée, le principe d'un modèle économique qui ne se fonde plus seulement sur la croissance à tout prix, sur la compétition, mais plutôt sur la coopération et la volonté d'avoir d'autres indicateurs de développement et du bonheur qui ne soient pas seulement la richesse matérielle, croyez-vous que ce ne soit pas concret? Que ceux qui vivent dans des quartiers de la relégation, dans des ghettos qui ne sont pas que des ghettos sociaux et des ghettos de logement, mais qui sont devenus, aux yeux des autres, des ghettos identitaires, croyez-vous que ce que nous défendons en matière de laïcité, ni ouverte ni fermée, les principes de la loi de 1905 qu'on refuse de voir dévoyés par ceux qui en font un instrument contre une religion, que les principes de lutte contre les discriminations, le principe du service public est le même pour tous, le principe de la lutte contre les discriminations, croyez-vous que ça n'est pas concret, évident et vital? Tout cela, et je pourrais en citer bien d'autres, ce sont des propositions que nous avons faites et elles ont vocation à s'épanouir tout de suite, pas simplement après-demain. Le projet politique qu'on a construit avant le 1er juillet, depuis le 1er juillet, et que nous construirons encore, toutes ces idées nouvelles que nous avons mises dans le débat politique, oui, elles pensent le monde qui vient. Mais parce qu'elles pensent le monde qui vient, elles ont vocation, si nous voulons faire naître un monde meilleur, puisque c'est l'objectif de celles et ceux qui font de la politique à gauche, elles ont besoin d'être appliquées aujourd'hui. Et nous disons qu'aujourd'hui, il y a état d'urgence. Urgence à ce que ces propositions soient mises en œuvre rapidement. Pas dans 10 ans, pas dans 20 ans, tout de suite. Pourquoi? Parce qu'il faut désigner aussi nos adversaires. Nos adversaires, c'est le néolibéralisme et l'adversaire qui arrange bien le néolibéralisme, les nationalistes. Le néolibéralisme parce qu'il s'appuie sur une rhétorique de la crise permanente. Et observez, ce sont les mêmes qui vous désignent des crises et qui se posent en prétendus sauveurs de ces crises. Et vous observerez que depuis 30 ans, rien n'a été résolu. Quel est le leader néolibéral français et peut-être même européen? C'est aujourd'hui le président de la République française. Et regardons un petit peu de quelle manière il fonctionne. Ils vous disent qu'il y a une crise des réfugiés. Crise des réfugiés, et pourtant, personne n'avait saisi l'appel de Mme Merkel pour faire en sorte que l'Europe se révèle hospitalière vis-à-vis de celles et ceux qui fuyaient la guerre, la famine, l'oppression. Et au contraire, nous avons érigé des murs contre les hommes qui meurent en Méditerranée ou sont maintenant victimes de l'esclavage en Libye, quand par ailleurs, ces murs tombent dès qu'il faut laisser circuler les capitaux ou s'ouvrir au CETA demain ou au TAFTA après-demain. Les mêmes qui vous disent crise des réfugiés n'ont jamais assumé le devoir d'hospitalité que nous avons vis-à-vis des réfugiés et le devoir et la responsabilité que nous aurions dû avoir nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes et de nos enfants, d'assumer que nous étions encore vraiment la patrie des droits de l'homme et pas simplement le pays de la déclaration des droits de l'homme.